Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité internationale et africaine, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 6 octobre avec cette déclaration du président tchadien à propos de la récente flambée de violence en Centrafrique. Monsieur Idriss Déby Itno, qui s'est exprimé hier depuis Paris où il rencontrait son homologue français, a déclaré estimer que la transition en cours depuis janvier 2014 en Centrafrique devait s'arrêter. Le chef de l'État tchadien a même déclaré qu'il valait mieux une mauvaise élection qu'une transition chancelante. Enfin, monsieur Déby Itno a insisté pour que la communauté internationale trouve les moyens financiers nécessaires pour permettre cette transition, mettre également en œuvre les élections avant la fin de l'année 2015. Ces questions représentent un enjeu particulier pour le président tchadien, car selon ses mots, si la situation économique et financière du Tchad aujourd'hui est difficile, c'est aussi à cause de l'implication du Tchad dans les questions de sécurité de la sous-région. Justement, lors de la dernière vague de violence la semaine dernière à Bangui, la MINUSCA, la force armée de l'ONU en Centrafrique, a été très critiquée, vous le savez, pour son manque de réactivité dans ces affrontements qui ont fait, selon le dernier bilan, 61 morts et quelques 300 blessés. Un responsable de la MINUSCA s'explique. Nous avons dégagé 27 barricades seulement dans le trajet du rond-point Marabène vers l'aéroport. La liberté de circulation, c'est un droit que tout le monde a. Et la population ne peut pas être un otage de groupes de criminels, de groupes de personnes qui ne veulent pas la paix. C'est avec toute la population qu'on ira aider à construire une société plus sûre, une société où le développement social, le développement politique, le développement économique soit chaque jour une réalité. Au niveau sécuritaire, au niveau de force sécurité, c'est le dernier niveau. Quand il y a tous une communauté qui s'insurge, qui attaque des autres endroits d'une façon un peu aléatoire, c'est impossible d'avoir un policier, c'est impossible d'avoir un militaire dans chaque maison. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a des vies humaines qui sont perdues et on déplore. Et chaque fois qu'il y a la perte d'une vie humaine, c'est triste pour toute la communauté, aussi pour la MINUSCA. Mais quand il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, la faute, c'est de la personne qui tue. Et dans le Cameroun limitrophe, l'extrême nord du pays est frappé depuis plusieurs mois maintenant par des attaques terroristes revendiquées par le groupe islamiste armé nigérian Boko Haram. Alors, outre l'interdiction du port du voile intégral, d'autres mesures de prévention sont prises dans le pays afin de garantir la sécurité. Parmi elles, l'utilisation de plus en plus banalisée des détecteurs de métaux. Dans la capitale économique Douala, les vigiles munis de ces appareils sont désormais postés devant de nombreux supermarchés, banques ou encore des établissements scolaires, comme devant le lycée de Deido. Que pensent les habitants de Douala de l'utilisation de plus en plus systématisée de ces détecteurs de métaux? Écoutez-les. Je me dis que la venue des détecteurs de métaux, c'est une bonne chose. C'est une mesure de sécurité qu'on a vu ça partout. On a vu ça à la télévision, en Europe, partout là. Si on applique déjà ça chez nous ici, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui aimeraient avoir ça dans leur petite structure, mais qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la qualité de l'avoir. Donc on ne doit pas attendre, être dans une grande structure, avoir assez de moyens pour avoir un détecteur de métaux. Même le boutiquier chez lui peut avoir ça. Donc moi je pense que les prix doivent être revus à la baisse. En tant que Camerounais, et quand tu veux voir ce que notre pays traverse, les détecteurs de métaux pour moi c'est un dispositif de sécurité très bien. Depuis qu'il y a ça partout dans des sociétés, des supermarchés, j'ai constaté que tout se passe normalement. Et le dispositif est bien, il n'y a plus pas de désordre et c'est une très bonne initiative. Ça fait évoluer la chose, c'est bien pour tous les Camerounais, vu la situation d'insécurité que notre pays traverse.
Direction l'océan Indien. À Antananarive, c'est le début du procès des 37 personnes, dont 2 gendarmes, poursuivis dans l'affaire de lynchage de 2 Européens et d'un Malgache en 2013. Hier, la justice est rentrée dans le vif du sujet avec l'audition des premiers accusés devant le tribunal de la capitale malgache. Les accusés sont poursuivis pour vandalisme, non-assistance à personne en danger et séquestration et assassinat. Pour rappel, une foule de plusieurs centaines d'habitants en colère s'était déchaînée contre le Français Sébastien Judalet ainsi que le Franco-italien Roberto Gianfala à Nosy Be. C'était à la suite de la mort toujours inexpliquée du petit Malgache de 8 ans, Chaino. Quelques heures plus tard, la foule avait ensuite attaqué l'oncle de la victime, également accusé de pédophilie. Les 37 accusés plaident tous non coupables et 33 d'entre eux sont actuellement en détention provisoire. Le procès devrait prendre plusieurs jours. L'Afrique en déplacement en France. Hier, lundi, la présidente de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, a été reçue par le président français François Hollande. C'était lors d'une visite officielle au palais de l'Élysée. Parmi les sujets abordés par les 2 personnalités politiques, il y a eu l'expression de leur commune volonté d'élaborer un plan contre les causes des migrations. Une question qui sera traitée lors du prochain sommet de Malte qui se tiendra à La Valette les 11 et 12 novembre entre l'Union européenne et des pays africains. Au-delà d'un simple constat ou une prévention, Madame Dlamini-Zuma et Monsieur Hollande souhaitent parvenir à un plan d'action concret contre les causes de ces phénomènes. Et lors de la rencontre d'hier, Monsieur Hollande a fait quelques précisions sur le prochain sommet de La Valette à Malte et Madame Dlamini-Zuma a, elle, estimé qu'il ne suffisait pas de se focaliser sur l'aspect sécuritaire du problème des migrations, mais qu'il était surtout prioritaire de réduire la pauvreté, de moderniser l'agriculture et surtout de former la jeunesse sur le continent africain. Écoutez ces précisions. Cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique et l'Europe, concernera les migrations. Et nous voulons que ce ne soit pas simplement le constat, ou pas simplement la prévention de ces mouvements de population, mais véritablement un plan qui permettra d'agir contre les causes même de ces phénomènes et agir à la source de ces mouvements de migration. Et donc, ça suppose de mettre en place une grande politique de développement. Nous voulons aussi montrer sur un certain nombre de situations notre conception du droit et des principes de démocratie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés sur le Burkina Faso au coup d'État et que nous avons voulu que les autorités de transition puissent reprendre la responsabilité du pays et assurer l'organisation des élections. Nous disons la même chose s'agissant de la République centrafricaine. Chacun sait qu'il y a eu des violences particulièrement graves ces derniers jours. Plus de 60 morts, des centaines de blessés. Et plus que jamais, il importe, la France joue son rôle avec la MINUSCA pour que très vite le calme puisse revenir. Mais il importe aussi que des élections puissent être organisées. Immigration is as old as human beings. L'immigration est aussi ancienne que l'humanité et cela continuera. Mais pour nous, il est important de créer les conditions en Afrique pour que les Africains quittent leur continent par choix et non par désespoir. Nous devons donc réfléchir à comment nous donnons les compétences aux jeunes, comment nous créons de l'emploi pour les jeunes et comment nous leur donnons la force de créer eux-mêmes des emplois. Nous pensons que si nous nous concentrons trop sur l'aspect sécuritaire, nous ne réussirons pas à gérer le problème sur le moyen et le long terme. Parce que l'histoire nous a appris qu'aucun mur, quelle que soit sa taille, n'arrête les gens. Il n'y a aucune clôture qui arrête les gens. Nous devons gérer la situation sur le terrain dans nos pays. Et à noter que M. Hollande a également évoqué le prochain sommet de Malte avec son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, qu'il a rencontré également hier. La Commission européenne a proposé de mettre sur pied un fonds d'urgence pour l'Afrique d'1,8 milliard d'euros pour lutter contre les causes de l'émigration. À l'international, toujours, le bilan des inondations meurtrières dans le sud-est des États-Unis s'est alourdi. Désormais, ce sont 9 morts qui sont à déplorer dans l'État de Caroline du Sud, suite aux intempéries records qui ravagent la zone depuis jeudi dernier. À l'heure actuelle, des dizaines de milliers d'Américains sont toujours privés d'électricité et d'eau potable. À Columbia, par exemple, les écoles restent encore fermées, comme la plupart des administrations et de nombreux commerces. Dans tout l'État de Caroline du Sud, la Croix-Rouge vient d'ouvrir une 30aine de refuges.
Retour sur le continent africain pour terminer ce flash information. En Afrique du Sud, un ancien ministre du régime de l'apartheid est en quête de rédemption. À bord de sa vieille camionnette, Adrian Vlok sillonne désormais un township pour distribuer des denrées alimentaires aux plus déshérités. La plupart des habitants ignorent que ce vieux monsieur a dans une autre vie supervisé la répression brutale de la police contre les opposants de l'apartheid. Voyez ce reportage. 2 fois par semaine, ce vieux monsieur de 77 ans se rend dans les townships en banlieue de la capitale sud-africaine, Pretoria, pour distribuer de la nourriture aux pauvres. Mais Adrian Vlok n'est pas un grand-père ordinaire. Responsable de l'ordre public pendant les derniers jours de l'apartheid, Vlok était l'un des ministres sud-africains les plus impitoyables. C'était notre boulot d'inspirer la peur aux gens, parce que c'était une bataille. On les qualifiait de terroristes, ils venaient se battre, ils en avaient après nous. En 1997, Adrian Vlok a témoigné à la commission Vérité et Réconciliation sur son rôle au sein du gouvernement de l'apartheid. Il a ainsi confessé avoir pris part à la tentative d'assassinat du révérend Frank Chikane, un leader de la lutte contre le régime ségrégationniste. Quelques années après l'élection de Mandela en 1994, celui qui se définissait autrefois comme un raciste s'est rendu au bureau de Chikane et lui a demandé s'il pouvait lui laver les pieds. C'était l'humiliation ultime pour moi, un ministre blanc d'un gouvernement blanc, de me mettre à genoux devant un noir. Cela a complètement changé mes perspectives. Depuis ce jour, la couleur n'a plus d'importance parce qu'il a été créé par Dieu, tout comme moi. Et qui suis-je pour penser que je suis mieux que lui ? « 21 ans après l'élection de Nelson Mandela, l'ancien ministre affirme qu'il n'est plus le même homme. Il partage sa maison avec un jeune entrepreneur noir, une famille de SDF et un ex-prisonnier qui l'a aidé à rebondir. Moses Nemakande, qui répare des meubles dans le garage, assure qu'il n'aurait pas réussi à s'en sortir sans lui. Mes clients me demandaient qui est le propriétaire. Alors je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a dit « je m'appelle Adrian ». Et j'ai dit à mes clients que cette maison appartient à Adrian Vlok. C'est là que j'ai réalisé que c'était un ancien homme politique, le ministre de la police et tout ça. Mais avant, je ne savais pas du tout. Adrian Vlok reste un cas isolé en Afrique du Sud, où les blessures de l'apartheid sont loin d'être refermées. Il a encouragé ses anciens collègues à présenter des excuses pour leurs actions. Mais jusqu'à présent, c'est le seul ministre de l'apartheid qui ait publiquement demandé pardon à ses victimes. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 6 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À demain.